Depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on parle régulièrement de ce qu'il se passe sur le front. Mais il est difficile de savoir ce que devient la population restée dans les régions annexées. Cette semaine, nous vous faisons donc entendre les voix de ces habitants dont la vie a basculé. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Au cœur de l'Ukraine occupée, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 4, les exactions au quotidien. Dans ce dernier épisode, des sujets difficiles sont abordés. Travail forcé, torture, viol. Ces témoignages, recueillis par Clara Marchot, peuvent être choquants, mais sont nécessaires pour comprendre à quoi ressemble le quotidien des Ukrainiens sous occupation. Pour des raisons de sécurité, certaines voix et prénoms ont été changés. Vous entendrez à nouveau les éclairages d'Anna Collin-Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine post-soviétique. Durant ces mois d'enquête, il y a évidemment un sujet qui a occupé mes conversations avec les réfugiés, la violence. L'occupant sait qu'il doit terroriser la population pour garder le contrôle sur ces territoires. Tout un réseau de prisons et de lieux de détention a été organisé par les Russes. Les habitants et même les occupants parlent de la cave, un euphémisme pour parler de ces chambres de torture. Ces lieux de détention sont souvent en sous-sol, mais tout peut servir de prison. Des anciens postes de police, des garages, des hôpitaux psychiatriques, un ancien magasin de bricolage, une chambre froide et même de simples fosses creusées en extérieur. J'en avais découvert une en 2022 à Borodianka près de Boutcha. Devant moi, un trou de 2 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur où des dizaines de civils et de soldats avaient été détenus, laissant derrière eux des restes de nourriture et des vêtements. Sous occupation, les civils disparaissent parfois sans raison. Impossible de savoir combien ils sont vraiment, mais de nombreuses ONG tentent de recenser ces kidnappings, comme celle d'Anastasia Pantelieva, la MIHR. Le nombre de personnes kidnappées est probablement sous-estimé. Ces personnes sont privées de tout droit et elles ne peuvent pas se plaindre. Elles ne sont pas inscrites sur les registres. Les Russes ne confirment pas leur présence sur le territoire de la Fédération de Russie. Nous ne connaissons leurs conditions que par le biais de prisonniers de guerre libérés qui disent « J'étais dans la même cellule qu'un civil de la région de Kiev, il a été amputé d'une jambe où sa santé allait mal. » Il y a des différences entre les régions. Dans le nord, près de Boutcha, tous les kidnappés ont été emmenés en Russie car les régions ont été libérées. Dans le sud, elles ont donc été enlevées, puis regroupées dans différents centres de détention sous occupation, avant d'être systématiquement transportées sur le territoire de la Fédération de Russie. Là-bas, ils sont détenus pour la plupart avec des prisonniers de guerre. Ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas officiellement reconnus. Personne ne vous donnera de réponse sur la raison pour laquelle une personne est détenue et sur l'endroit où elle se trouve. Il faut comprendre que dans certaines régions pro-ukrainiennes, l'occupation a été instantanée, souvent sans combat. Dans ces villes, qui se sont réveillées du jour au lendemain à côté de soldats russes, les gens n'ont pas réalisé le danger. Parce que l'Ukraine est un pays démocratique, où l'on peut aller sur Maïdan, où on peut aller se rassembler devant la mairie pour manifester. On peut dire aujourd'hui que c'était très dangereux. Les gens n'étaient pas conscients du danger. Ils auraient dû se couvrir le visage et faire attention à leurs données personnelles sur Internet. Et les premiers enlèvements ont commencé lors de ces rassemblements. Les gens rentraient chez eux après les manifestations et disparaissaient sur le chemin du retour. C'est devenu très dangereux, les rassemblements ont donc cessé. Mais les Russes ont compris que même si les gens ne sortaient pas dans la rue, ils étaient probablement toujours contre l'occupation. C'est là que les raids, les arrestations à domicile ont commencé. Tout d'abord, ils ont visé les anciens participants à la guerre du Donbass, puis les forces de l'ordre. Les travailleurs des infrastructures essentielles, les centrales nucléaires, les ports. Et ensuite, les journalistes, les activistes, toutes les personnes qui pouvaient potentiellement constituer une base pour la résistance intellectuelle. Au milieu de l'année 2023, les territoires occupés avaient été purgés de la majorité des pro-ukrainiens.
Tous ceux qui avaient soutenu publiquement l'Ukraine, même bien avant l'occupation, ont été soit expulsés, soit kidnappés, soit arrêtés et mis sous pression pour qu'ils collaborent, puis relâchés et les gens ont fui. Aujourd'hui, c'est du suicide de s'opposer en public. Si vous postez sur les réseaux sociaux l'image du drapeau ukrainien, ils viendront vous chercher. Pas demain, mais le jour même. Aujourd'hui, au moins 16 000 civils sont portés disparus selon les autorités ukrainiennes. Ce qu'on conclut très clairement, c'est qu'il ne s'agit pas d'exception, il s'agit d'une politique systématique, il s'agit d'une politique également massive. Anna Colin-Lebedev. Qui renvoie à des pratiques qui ne sont pas nouvelles, pour le coup, pour les forces de l'ordre russes et pour les forces armées russes. Si l'on remonte par exemple aux années 1990, les pratiques de kidnapping de civils, de torture de civils, de meurtre sans jugement de civils étaient déjà là dans les pratiques de l'armée russe, par exemple en Tchétchénie. Et ont continué au cours de la décennie 2000, une fois de plus, sans que l'on puisse encore en écrire complètement l'histoire. Pour vous situer un petit peu le contexte, la guerre en Tchétchénie a duré entre 1994 et, on va dire, à peu près 2004, même si, de fait, le retour à ce que l'on peut considérer comme une situation de paix est plutôt de 2009. Donc, on est sur de longues années. Et notamment, à toute la décennie 2000, en fait, elle s'est faite non pas par des corps armés qui arrivaient en Tchétchénie de manière constituée, mais par des rotations à la fois de militaires et de policiers qui servaient dans d'autres régions de la Fédération de Russie et puis qui étaient envoyés pour quelques semaines ou quelques mois faire la guerre en Tchétchénie. Et notamment faire la guerre contre ces civils et notamment pratiquer ce type d'exactions, par exemple les nettoyages de villages dans lesquels on va dans le village et puis on regarde tous les gens qui potentiellement pourraient être des opposants, des combattants non fiables, liés à l'ennemi. Et donc ceux-là, eh bien, on les enlève, on les torture, on les déporte, on les emprisonne et on les tue. Donc, en fait, cette politique de rotation a fait que, lorsque l'armée russe démarre la guerre en février 2022, vous avez un nombre important de militaires et de policiers du corps officier et du corps des forces de l'ordre qui sont passés par la Tchétchénie, qui ont été socialisés à ces pratiques. Ou alors, pour les plus jeunes, qui ont eu des commandants qui sont passés par la Tchétchénie et qui ont été socialisés à ces pratiques. Donc on a quelque chose qui s'est, de manière assez insidieuse, s'est imprégné complètement dans les pratiques russes d'ores et déjà. Et donc il n'est pas étonnant en fait de l'observer en Ukraine. En 2022, les journalistes ont couvert les crimes de guerre dans les zones désoccupées, comme à Boutcha. Pendant mon enquête, plusieurs victimes m'ont raconté que ces exactions ont toujours lieu dans les régions encore sous contrôle russe. C'est le cas de Maxime, un habitant de Melitopol. Je le rencontre à Zaporijjia à l'été 2024. Il a les épaules renfermées, comme s'il portait encore sur lui le fardeau des mois de captivité. Le trentenaire a du mal à marcher, il boite, une des conséquences de la torture. Il a fait beaucoup de route pour me voir et a attendu patiemment qu'une autre interview se termine. C'était très important pour lui de témoigner. Ils nous ont arrêtés une première fois en avril 2022. Avec ma copine Tatiana, on allait faire des courses, un drapeau ukrainien avec nous. Et quand ces monstres sont passés sur leur tank, bien sûr, j'ai brandi le drapeau. On faisait tout le temps ça avec ma copine. On leur jetait des cailloux depuis le balcon, on mettait de la musique ukrainienne ou anti-Poutine très fort dans la voiture en passant devant eux. Avec Tatiana, on était comme Bonnie et Clyde. On a vécu toute cette merde ensemble. Durant les premiers jours, ils n'étaient pas agressifs. Ils nous ont arrêtés, puis relâchés en avril. Et en août, des Ukrainiens nous ont proposé du travail sur les réseaux sociaux. On ne l'a pas fait pour l'argent, même si ce n'était pas de trop, car c'est vraiment difficile de trouver du travail. Donc on a collé des affiches 2 fois. Et le 22 août, 2 jours avant la fête de l'indépendance de l'Ukraine, au petit matin, on est allé coller des affiches pour cette fête.
Une voiture arrive, des soldats nous fouillent, ils voient les affiches dans mon sac à dos et dans mon téléphone. Ils voient que j'ai donné les localisations des bases militaires russes à l'armée ukrainienne. Dans quelles usines? Où est installé le commandement? Pourquoi je n'ai pas supprimé? Je ne sais pas. J'étais un confiné à l'époque. Et puis ils m'ont jeté dans le coffre et ils nous ont emmenés au poste de police. Pendant 2 mois, quasiment sans nourriture et sans soins, il est battu, torturé, victime de simulacres d'exécution et menacé de viol. Les supplices s'enchaînent, il me les raconte pendant 2 heures, en donnant tous les détails, dans un récit difficile à écouter, en tremblant parfois, prenant de grandes inspirations comme s'il les vivait à nouveau. Ils nous ont séparés. Les soldats ont emmené Tatiana pour un interrogatoire. Puis ils l'ont jetée dans un conteneur métallique, dans une cour, pendant 9 jours, en plein mois d'août, en plein soleil, sous 40 degrés. Il n'y avait pas de lit, pas de chaise, que quelques bouteilles d'eau sales. Celles qui ne puaient pas trop, elle les a bues. Et pendant ce temps-là, moi, ils m'ont emmené dans un garage. Là-bas, il y avait beaucoup de monde, au moins 25 personnes dans ma cellule. Et puis, il y a eu les interrogatoires. Au début, ils me battaient, ils me frappaient. J'ai même entendu mes côtes cassées. Et pendant ce temps, je les entendais rire. J'avais un sac sur la tête. Pendant des heures, ils me battaient jusqu'à ce que je m'évanouisse. Quand je me suis senti partir, j'ai demandé un téléphone à un soldat pour dire au revoir à mes parents. Et il m'a répondu en souriant. Ce n'est pas fini pour toi. On ne va pas te laisser partir aussi facilement. Et c'était comme ça pendant la première semaine de captivité. J'avais l'impression d'être dans un film où le personnage vit la même journée en boucle. Ils viennent, te frappent, repartent. Ils viennent, te frappent, repartent. Et c'est comme ça pendant des jours. D'ailleurs, en captivité, il y avait un médecin spécial, qui n'était pas vraiment un médecin, qui nous soignait juste suffisamment pour qu'on supporte encore la torture. Et il y avait aussi la torture à travers la musique. Ils nous ont forcés à chanter l'hymne russe. Si tu te trompes, ils te battent jusqu'à ce que tu sois à moitié mort. Maintenant, malheureusement, je connais cet hymne. Je me réveille la nuit en l'entendant. Ils mettaient aussi de la musique russe déprimante ou des hymnes militaires. De 8 heures du mat à 10 heures du soir. C'était une pression psychologique, mais c'était aussi pour couvrir les cris des gens torturés. Et puis le pire, ça a été les chocs électriques. Une fois, toujours avec un sac sur la tête, je sens qu'ils me mettent des pinces métalliques aux pieds. Et le Russe me dit, écoute, on va commencer doucement et finir en beauté. Et là, il tourne le bouton et je tremble. Et du coup, il me dit, ok, qui tu connais dans l'armée, la police, les services secrets? Mais je connais personne, moi je lui dis. Et il tourne encore. Armée, police, service. Et je ne peux rien dire, il fait ça pendant au moins une demi-heure. Dès que je m'arrêtais de crier, que je perdais connaissance, ils envoyaient une autre décharge. Et puis il s'est arrêté, il m'a donné une feuille de papier et un crayon et m'a demandé d'écrire mon autobiographie. En fait, c'était des aveux. Et s'il n'aime pas ce que j'écris, il me mettra un fer à souder dans les fesses et me fera asseoir sur une bouteille. Ça, c'est un truc vraiment classique chez eux. Les Russes veulent des aveux, des noms de complices, mais il n'en connaît pas. Le 18 octobre 2022, les soldats le relâchent sur la ligne de front. Maxime s'enfuit. Je ne sais pas combien j'ai fait de kilomètres à pied. 15, 20 peut-être. C'était l'enfer. Tu marches et les tirs d'artillerie volent au-dessus de toi. Tu vois tout exploser. Quand ils m'ont relâché, j'ai fait 3 kilomètres. Et après, je n'en pouvais plus. J'ai vu une station-service et je me suis caché dedans. J'entendais les drones, ça m'a fait très peur.
Je ne sais pas si c'était les nôtres ou les leurs, mais je peux encore les entendre. Il faisait si froid, c'était fin octobre. J'y ai passé la nuit, puis le lendemain, j'ai aperçu un checkpoint. C'était les nôtres. D'abord, j'ai eu peur. J'ai cru que les Ukrainiens allaient me tirer dessus, croire que je suis avec les Russes. Mais ils m'ont donné à boire et à manger. Ils m'ont emmené au poste de police. C'était comme si je naissais une deuxième fois. Avant de partir, le soldat russe m'avait mis un bout de papier dans la poche. Il m'a dit « Voici ma chaîne Telegram. Si vous voyez quelque chose, écrivez-moi. » Il m'a expliqué les noms de code. Il pensait vraiment qu'après tout ça, j'allais collaborer avec eux. Maxime insiste pour utiliser son vrai prénom, contrairement à la plupart des témoins que j'ai rencontrés. Il ajoute « De toute façon, qu'est-ce qu'il peut m'arriver de pire ?» En 2014, effectivement, la répression s'est exercée en Crimée, mais Anna Colin-Lebedev. Mais je dirais qu'en Crimée, ça s'est véritablement limité à des opposants, d'autant plus facile à identifier que, voilà, il y a eu un moment de protestation massive. Alors, lorsque les exactions ont lieu dans les territoires où la Russie arrive et qui ont été ensuite libérés par l'Ukraine, je parle par exemple de la banlieue de Kiev, par exemple en mentionnant Boutcha et Irpin, là, l'invasion s'est faite tellement rapidement qu'il n'y a pas eu véritablement de protestation, je pense, sur la place publique contre l'occupant russe qui arrive. Et donc, les exactions et la violence ont été aléatoires contre tous ceux que l'on identifiait comme pouvant potentiellement informer l'ennemi, par exemple, parce qu'ils avaient un téléphone portable à la main, ou tout simplement parce qu'ils passaient par là et qu'ils avaient l'air de regarder les Russes. Ça se passe différemment, par exemple, dans la ville de Kherson et dans ces régions-là, où en fait, l'armée russe est accueillie et mal accueillie par la population locale. Vous avez des gens qui sortent dans les rues, vous avez des gens qui parlent ouvertement, et donc la répression peut s'exercer de manière plus ciblée dans un premier temps, et j'imagine beaucoup moins ciblée aujourd'hui, où en fait c'est tout comportement suspect qui peut conduire à un déclenchement de la violence. À Kiev, j'ai aussi rencontré une autre victime des Russes. Olena Yarupova a les traits tirés. Elle multiplie les opérations pour se remettre de sa détention. Olena est originaire de Kamianka-Dniprovska, sur les berges du Dniepr, près de Zaporijjia. Elle a été accusée, à tort, de donner des informations à l'armée ukrainienne. Elle était seulement en contact avec son mari, militaire depuis 2018. Cette fonctionnaire est arrêtée chez elle fin 2022. Pendant 5 mois, elle est torturée par l'occupant. Olena me raconte aussi qu'elle a été agressée sexuellement et violée par ses bourreaux à plusieurs reprises. En janvier 2023, alors que les Russes craignent une contre-offensive ukrainienne, elle est emmenée sur la ligne de front près de Zaporijjia pour creuser des tranchées. Les champs étaient pleins de mines et ils nous donnaient des détecteurs de métaux pour déminer. Les gens étaient retenus dans les mêmes vêtements que ceux dans lesquels ils avaient été arrêtés. Certains étaient en tongs, en t-shirt, alors qu'on était en janvier. Et puis, c'était la deuxième ligne de défense. Il y avait des combats, ça tirait tout le temps. Les Russes avaient un QG dans le café, à l'intersection. Et derrière, ils avaient creusé un trou pour y mettre les gens qu'ils punissaient. Ou bien quand il n'y avait pas de place en cellule. Et les prisonniers pouvaient vivre et dormir pendant des jours dans cette fosse. Certains ont été fusillés. Les Ukrainiens avec moi les ont vus. Et certains prisonniers ont même été obligés d'enterrer les corps encore chauds. C'est arrivé à plusieurs reprises, mais je ne sais pas combien de fois. Si Olena a été relâchée, plusieurs milliers de civils ukrainiens sont encore détenus dans les prisons sous occupation ou même en Russie. Comme le fils de Lubov que vous avez déjà entendu dans le premier épisode, qui est détenu depuis 2 ans et demi. Il a fui notre ville occupée à la mi-mars 2022, dans une colonne d'évacuation. Et les Russes l'ont enlevé au dernier checkpoint, sans aucune explication, vers un lieu inconnu.
Après, on l'a cherché partout. Et finalement, on a appris qu'il avait été envoyé à Donetsk. Plus d'un an plus tard, on a enfin eu la confirmation officielle du ministère de la Défense. Il se trouve sur le territoire de Russie, arrêté pour s'être opposé à l'opération militaire spéciale. Les informations sur le lieu de détention ne sont pas données aux personnes tierces. Donc on sait qu'il était là-bas, mais pas exactement où. Mais c'était un soulagement de savoir qu'il est vivant. Les autorités ukrainiennes nous ont expliqué qu'elles ne faisaient pas d'échange de civils, car si on commence à échanger des civils ukrainiens contre les militaires russes, ils vont juste prendre tout le monde dans les territoires occupés. De toute façon, tout dépend de la Russie. Si c'était dans leur intérêt de libérer nos civils, ils l'auraient déjà fait. Quand les civils sont encore dans les territoires occupés, il y a encore des moyens de négocier, de payer pour les libérer, même si c'est très rare. Mais une fois qu'ils ont été emmenés en Russie, c'est très difficile. Les Russes les mettent en prison et les déplacent constamment d'un lieu à l'autre. Et toi, tu ne sais plus quoi faire, ou faire des demandes, et à quelle porte frapper. І не розумієш, що, як кажуть, куди ще звернутися, і що ще робити, і куди писати, і куди стукати просто. Olena, Maxime, Loubov, tous les témoins que j'ai rencontrés sont dans un état psychologique dramatique. Parmi tous les gens que j'ai vus, beaucoup prennent des antidépresseurs et présentent des signes de stress post-traumatique. La douleur, le sentiment d'injustice sont immenses. Et cette fragilité est accentuée par les débats sur les négociations. Tous veulent rentrer chez eux, retrouver l'Ukraine. Pour eux, céder ces territoires, c'est détruire tout espoir de revenir à une vie normale. Miroslava, une habitante de Mélitopol en exil. Je dis non à ces concessions territoriales. Lorsqu'un politicien français, ou de n'importe où d'ailleurs, sera dans ma situation, lorsqu'on lancera un missile sur sa ville alors qu'il n'a rien demandé, et qu'il devra prendre tout ce qu'il a de plus cher, tirer ses proches par la main et quitter sa ville, alors il comprendra pourquoi je ne suis pas d'accord. Mon avis, c'est qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Il faut revenir à la situation d'avant. En installant ces républiques séparatistes à l'est du pays, Anna Colin-Lebedev. Je pense que Poutine poursuivait un objectif qui n'était pas un objectif d'occupation du territoire ukrainien. L'objectif, c'était de créer une zone d'instabilité aux frontières de l'Ukraine ou possiblement à l'intérieur de l'Ukraine qui empêcherait l'Ukraine d'évoluer. La perception de ce que fait Poutine dans les régions nouvellement annexées est radicalement différente. L'idée là est que ce sont ces régions de Kherson et de Zaporizhia, non pas parce qu'elles sont importantes pour le pouvoir russe, mais parce que c'est ce que l'armée russe a réussi à conquérir. Et que si l'armée russe, en fait, était placée dans une situation où, par exemple, elle pourrait se requinquer pour repartir à l'assaut, eh bien, d'autres régions, voire l'Ukraine tout entière, connaîtraient le sort des territoires occupés, des régions de Kherson et de Zaporizhia. On est dans une différence peut-être de perception entre les Ukrainiens et un certain nombre d'Occidentaux qui considèrent que par une délimitation territoriale de ce qu'on laisse sous contrôle de facto de la Russie et de ce qu'on préserve en Ukraine, on résoudrait la situation. Je pense qu'ils sont en train de penser à une guerre qui est la guerre précédente, qui est la guerre dans le Donbass de 2014-2022. En tout cas, du point de vue des Ukrainiens, aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente et ce n'est pas du tout une question de territoire, c'est une question de survie de l'Ukraine. Anna Mourlikina de Mariupol. Les gens là-bas attendent le retour de l'Ukraine. Céder leurs terres juste comme ça à la Russie, cela détruirait tout simplement leur espoir de retrouver une vie normale. J'ai beaucoup de peine pour ces gens, car ils sont dans une situation qu'ils ne méritent pas. Et ils rêvent d'être libérés, pas d'être éternellement esclaves de la Russie. Il ne s'agit pas de rétablir la justice, même si c'est aussi une question. Il s'agit de la sécurité, de la vie des gens, car l'occupation, ce n'est pas seulement vivre sous un drapeau différent. Ils risquent leur vie tous les jours. Je veux que Mariupol soit libre. Ma famille y est enterrée.
Je ne peux pas enterrer ma mère, je ne peux pas respecter son testament. Je dois l'enterrer à côté de sa mère. C'était son dernier souhait. Je ne peux pas l'accomplir, vous comprenez? Parce que je ne peux pas me rendre dans une région occupée. Je ne peux pas rentrer chez moi, où est ma maison, où 3 générations de ma famille ont vécu. Pourquoi n'ai-je pas le droit de vivre dans ma propre maison? Pourquoi les opinions des quelques personnes qui aiment la Russie comptent-elles plus que la mienne? Ce n'est pas normal. Pourquoi mes intérêts devraient-ils être compromis? Je ne comprends pas. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui veulent rentrer chez elles comme moi. Des millions même. C'est pour cela que beaucoup d'Ukrainiens de ces territoires occupés tiennent à témoigner, même anonymement, même s'ils risquent des représailles ou que leurs proches peuvent être arrêtés à cause d'eux. Ils veulent que le monde sache ce qu'il se passe chez eux et appellent à ne pas se résoudre à l'injustice. C'est la fin de cette série. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner. Merci à Anna Colin-Lebedev pour ses analyses. Et merci à Clara Marchot d'être venue nous raconter son enquête. Tous les articles de notre correspondante en Ukraine sont à lire sur l'express.fr. Si ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à parler de La Loupe autour de vous. Et vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse laloupe@l'express.fr. Au cœur de l'Ukraine occupée est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros, avec Loredane Binet, Charles Carrasco, Agathe Jouffroy, Ide Parenti, Elliot Rivoire, Christine Roy-Gorlier, Juliano Saavedra, Renaud Toffier et Aude Villiers-Moriamé.